Philippe Descola, bonjour. Bonjour Philippe Petit. Merci de nous recevoir dans le laboratoire d'anthropologie sociale. Ça ne se voit pas à l'image puisque nous sommes dans un bureau vide, mais le laboratoire est tout à côté. Un bureau vide qui était d'ailleurs votre bureau. Qui a été mon bureau pendant quelques années lorsque j'ai dirigé ce laboratoire après Claude Lévi-Strauss, après Françoise Héritier, lorsque j'ai été élu professeur au Collège de France. Je l'ai dirigé pendant une quinzaine d'années et il m'est très cher cet endroit, comme il m'était cher lorsque, étudiant de Lévi-Strauss, j'ai commencé à le fréquenter. Vous êtes né en 1949 et d'une double lignée, si je puis dire. Une lignée de peintres, de par votre grand-mère paternelle, et fils de l'écrivain et historien hispanisant, dont vous aimez souligner souvent qu'il était un homme de l'entre-deux, pour une raison bien simple. Il avait fait ses classes en Angleterre et il semblerait que votre père vous a donné de façon précoce ce goût, cette appétence pour l'entre-deux culture, l'entre-deux civilisation. Alors, effectivement, mon père était un historien de l'Espagne et de l'Amérique latine. Et très tôt, j'ai été attiré par ce continent gigantesque que j'ai appris à connaître en partie en lisant certains de ses livres. Mon père était un historien pour un public plus ample que celui de beaucoup d'historiens spécialisés, donc ses livres étaient lisibles, y compris par des adolescents comme moi. Et puis j'ai accompagné mes parents aussi dans des voyages dans différentes parties de l'Europe. Et donc très tôt, j'ai acquis le goût des voyages, que j'ai mis en pratique en partant sac à dos, comme on le faisait beaucoup à cette époque, avec une insouciance qui rétrospectivement paraît inconsciente, notamment au Proche et au Moyen-Orient, pour frotter ma cervelle à la cervelle des autres, si je puis dire. Et c'est ce goût du spectacle du monde que j'ai aussi apprécié en lisant ces livres qu'il y avait chez mes parents, qui étaient qui venaient de chez mon grand-père paternel, justement, qui s'appelait Le Tour du Monde, qui était une revue de voyage, d'exploration et d'ethnographie aussi, d'ailleurs, de géographie, comme on disait plutôt à l'époque, à la fin du 19e siècle, qui était immensément populaire dans le monde, puisque c'était une époque où beaucoup de gens dans le monde disaient le français. Très tôt, j'ai eu ce goût, pas tellement des voyages, mais d'être un peu un badaud, du grain des choses, de la diversité du monde, etc. Et ça prédispose quand même pas mal, oui, à être un anthropologue. Et puis alors, vous le disiez tout à l'heure, mes parents avaient eu la riche idée, parce que je n'étais pas très bon en anglais quand j'ai commencé, de me faire partir tous les ans comme pensionnaire dans un collège en Angleterre, pendant le dernier trimestre scolaire. Et là, j'ai appris non seulement, évidemment, à parler anglais, mais aussi j'ai fait ma première expérience d'ethnographie, c'est-à-dire, c'est quand même un monde très très différent du nôtre, surtout dans les collèges. J'ai appris à jouer au cricket, probablement un des rares Français qui sachent jouer au cricket. et c'est une expérience qui n'était pas du tout désagréable. Vous étiez en uniforme? Oui, bien sûr, bien sûr. Je me revois encore, c'était des vestes rayées noires, jaunes et rouges. Et on portait un mortier, un mortarboard, comme ça, pour sortir. On ne pouvait pas sortir la tête nue. Enfin, c'était toutes sortes c'était un monde qui paraît aux antipodes du monde présent, mais qui en même temps était encore très vivace à l'époque. Que faisait votre mère? Ma mère était assistante sociale.
Et donc, elle gérait un service dans une entreprise d'assistante sociale. Et elle était très, très heureuse dans ce métier. Alors, les livres des explorateurs dont vous parliez à l'instant, enfin le tour du monde, la vie des explorateurs, étaient illustrés par Rioux, c'est Oui, le absolument. célèbre dessinateur des livres de Jules Verne. De Jules Verne. Alors j'avais l'immense chance aussi d'avoir beaucoup des livres de Jules Verne dans la collection de Hetzel. Et donc pour moi, il n'y avait pas de solution de continuité véritablement entre les histoires de Jules Verne et les histoires que je lisais dans Le Tour du Monde, en partie parce qu'il y avait cette caractère un peu mystérieux, ces paysages au fond qu'on retrouvait sous la plume de ce dessinateur Rioux et de quelques autres d'ailleurs, qui infusait au fond toutes ces histoires romanesques et assez romanesques aussi d'ailleurs, pas nécessairement romancées, mais très romanesques de voyages dans des régions lointaines d'une même atmosphère. Vous vous faites plutôt toutes vos études secondaires à Condorcet. Tout à fait. De la 6e de la 6e à l'Hippocagne. À l'Hippocagne. Et donc c'est au cours de ces études secondaires, là, les livres dont vous me parlez à l'instant, vous avez commencé à les lire vers 14, 15 ans. Alors lesquels les explorateurs, la vie des explorateurs. Ah ben non, je lisais ça plus jeune. Ah, plus jeune. Oui, plus jeune. C'était pas d'une lecture extrêmement difficile, hein, c'était véritablement de la géographie descriptive, mais en même temps j'ai toujours beaucoup aimé la description des lieux, même lorsqu'elle est un peu technique. Je suis presque un géographe manqué d'une certaine façon. Et à vrai dire, vous parliez de ma scolarité, lorsque j'étais en Hippocagne à Condorcet, mon problème c'est que j'étais un latiniste assez médiocre, et la note de latin à la Rudulme était éliminatoire à l'époque. Et donc on m'avait conseillé de préparer plutôt l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où l'épreuve de latin était remplacée par une épreuve de géographie. J'ai découvert la géographie à cette occasion. J'avais eu quelques professeurs de géographie qui m'avaient beaucoup frappé dans les petites classes. Et puis là, j'ai eu un professeur de géographie en Hippocagne et ensuite en Cagne, qui m'a fait beaucoup aimer, au fond, cette discipline. Lorsque j'ai intégré l'école normale supérieure de Saint-Cloud, on avait le choix dans toutes les disciplines que l'on présentait au concours, et j'ai hésité un moment entre la philosophie et la géographie. Et j'ai le sentiment, au fond, d'avoir fait, en anthropologue, une forme de géographie qui était celle que j'ai découverte après chez des grands noms de la géographie, à commencer par le premier peut-être, qui est Humboldt, que j'ai lu plus tard, en effet, parce que ces livres n'étaient pas très accessibles à l'époque, mais quand j'ai découvert Cosmos, par exemple, un peu plus tard, lors de mes études, j'étais saisi d'admiration. Et puis évidemment, une école de géographie qui maintenant est considérée avec un peu de dédain, mais que je trouve merveilleuse, qui est l'école vidalienne, hein, la grande géographie humaine de Vidal de la Blache. Vidal de la Blache, la grande géographie humaine de l'entre-deux-guerres, qui savait mêler dans un même récit les conditions physiques, les conditions climatiques, les conditions sociales, les systèmes techniques, l'histoire, des institutions, des organisations familiales, etc. Je prenais un plaisir immense à lire ces choses-là. Et à vrai dire, il n'y a pas pour moi énormément de différence entre une ethnographie bien menée et une géographie de ce type-là. Alors, comment expliquez-vous que vous tombiez quand même à 17 ans, à moins qu'il faut vérifier si c'est exact, vous plongez dans la lecture de Triste Tropique à 17 ans? Oui, ou même 16 ou 17 ans. Oui, c'était un livre qui circulait beaucoup. Ça circulait beaucoup. À l'époque, moi, je l'ai encore. Hein, dans la petite collection de poche, il est en lambeaux, évidemment, 10-18. En lambeaux, parce que je l'ai tellement lu et relu. J'étais admiratif du personnage.
que je m'imaginais évidemment jamais pouvoir rencontrer un jour. Mais c'était quelqu'un aussi qui avait accompagné l'expédition, si je puis dire, ou la mission française au Brésil, avec des géographes. Et donc tout ce monde, pour moi, était assez lié. Il y avait une certaine façon de voir et de décrire le monde qui s'était unie, au fond, dans cette expédition à l'université de São Paulo, dont Lévi-Strauss était un membre. J'étais fasciné parce que Lévi-Strauss écrivait des Indiens, sans que nécessairement ça se transmette ou se transforme immédiatement en un goût pour l'ethnologie, mais simplement j'avais une admiration telle pour le personnage que je me disais, si être ethnologue, c'est aller chez les Indiens, écrire sur Debussy, décrire un coucher de soleil avec un tel talent, etc., c'est une bonne façon de mener sa vie, au fond. Alors, on peut considérer, avec le recul, que, par rapport à ce que vous venez d'énoncer, que la parenthèse de l'École normale supérieure de Saint-Cloud de 70-75 est un peu une parenthèse dans la mesure où vous avez dit que vous avez hésité entre la géographie et la philosophie, mais on a l'impression que la philosophie, vous y allez toujours un peu à reculons. Bon, vulgairement, on dirait, c'est pas votre truc, quoi. Hein. Je vous lis. Jeune étudiant en philosophie, j'étais soumis, comme nombre de mes condisciples, à la fascination scientiste qu'exerçait sur nous le discours althusserien. L'ethnologie me tira de cette léthargie dogmatique en me donnant une leçon tout à la fois d'humilité et d'espoir. C'est-à-dire, quand on vous lit avec le recul, on a toujours l'impression que la philosophie, c'est ce qui nous coupe de l'expérience, c'est l'idéalisme, c'est le scientisme, voire le dogmatisme. C'est pour ça que je dis que vous êtes né pour être anthropologue et ethnologue, c'est-à-dire que vous tombez, disons, dans la mare philosophique, mais on ne peut pas dire que vous y preniez un grand plaisir. Non, j'ai voulu faire de la philosophie parce que je ne savais pas encore vraiment ce que j'allais faire. Il m'a semblé que c'était une bonne façon de se former l'esprit, de se discipliner l'esprit. Et je l'ai fait donc avec une curiosité ouverte et peu à peu, en lisant au cours de mes études de l'ethnologie, mais alors de l'ethnologie, j'allais dire sérieuse, pas simplement ce que les philosophes lisent de l'ethnologie, c'est-à-dire les textes philosophiques des anthropologues, j'ai découvert que ces expériences de vie que les ethnologues essayaient de déchiffrer étaient au moins aussi intéressantes que des expériences de pensée. Et des expériences de pensée ou des réflexions philosophiques sur ce qui était quand même un axe important de ma formation à l'école normale sur la science. Oui. C'était l'époque aussi. Hein. C'était l'époque. Bon, l'un de mes maîtres était Jean Toussaint de Santi, oui, un grand philosophe des mathématiques. Et qui avait écrit Les idéalités mathématiques. Les idéalités mathématiques, qui est un très grand livre, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir comment la vie au quotidien pouvait devenir une vie philosophique, au fond, ou en tout cas une amorce pour penser philosophiquement des façons alternatives de vivre notre condition. Et par exemple, mes camarades lisaient les 2 premiers chapitres des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, avec la fameuse opposition entre nature et culture. Et au fond, Lévi-Strauss était lui aussi un philosophe de formation. Les structures élémentaires de la parenté, c'était sa thèse de doctorat d'État. Il lui a paru inévitable de commencer son livre par une sorte de démonstration philosophique, d'enracinement dans un problème philosophique, avant de développer sa théorie des systèmes de mariage. Et en réalité, moi, j'avais continué, à la différence de mes camarades, à lire justement la théorie
des systèmes d'alliance que Lévi-Strauss développe dans les structures élémentaires de la parenté, et ça m'intéressait aussi beaucoup. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait une bifurcation, au fond. C'est les institutions qui m'intéressent aussi. C'est arriver à rendre compte de ce grand mystère, de la diversité des institutions, et aussi du fait que certaines d'entre elles sont compatibles avec d'autres ou pas. C'est quand même une grande question que la philosophie politique, qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était probablement le domaine pour lequel j'avais le plus d'appétence, hein, depuis Hobbes jusqu'à Rousseau et puis aux penseurs du socialisme du 19e siècle. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais en même temps, le côté, pour le dire les choses clairement, assez eurocentré des analyses de la philosophie politique me désarçonnait. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers l'ethnologie, en fait. Alors, vous vous orientez, vous faites un pas de côté, et alors peut-être que sur ce point précis, ce qui vous distingue de Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire vous ne reniez pas, disons, vos études philosophiques, vous vous écartez d'elles, mais vous n'éprouvez pas le besoin de vous expliquer, comme le fera Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, par exemple, avec Sartre sur la conception dialectique de l'histoire, de vous expliquer frontalement, disons, avec 1, 2, 3 philosophes, je ne sais. Pour vous, ça aurait pu être, puisque vous dites que vous avez été marqué par les années Althusser, vous auriez pu vouloir régler votre compte au scientisme althussérien. Non, vous y allez, disons, mais fermement, si je puis dire, sans éprouver ce besoin. Je me trompe ? Oui, non, vous avez raison. J'ai d'ailleurs été très influencé par Althusser dans ma maîtrise de philosophie, qui était en fait une maîtrise d'anthropologie, et qui portait sur le monde inca. Mon directeur de maîtrise, qui était Georges Labica, un philosophe marxiste, professeur très connu à Nanterre, professeur à Nanterre, avait accepté de diriger cette maîtrise de philosophie dans laquelle j'essayais de réfléchir à la question des rapports entre infrastructure et superstructure à propos d'une formation historique concrète. Et donc j'avais, à l'époque, été très influencé par Althusser, mais aussi par Bourdieu, par l'esquisse d'une théorie de la pratique, par des textes théoriques et philosophiques. Mais pourtant, Bourdieu, vous n'en parlez jamais. Il me semble que j'en parle... je dis quelque part que ce Bourdieu-là, c'est-à-dire le Bourdieu de l'esquisse d'une théorie de la pratique, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup influencé, et tout au long de ma carrière, oui. Ça, c'est un aspect de Bourdieu, en somme. Vous en parlez dans votre livre d'entretien, je crois. Oui. Je pense, oui. Donc, alors, je n'avais pas de compte à régler avec la philosophie, parce que je me suis écarté un petit peu, alors que Lévi-Strauss, c'était un peu le contraire. C'est la philosophie qui s'est rappelée à lui. Il ne faut pas oublier que dans La pensée sauvage, ce livre, il souhaitait le publier d'abord chez Gallimard. Et ça a l'air d'être un détail infime. Dans la bibliothèque de philosophie. Et c'est Brice Parrain qui a dit « Mais non, c'est pas un livre sérieux, ça ». Il l'a donc publié chez Plon, où il avait publié auparavant Triste Tropique. Ça l'a profondément blessé, c'est-à-dire que, et à juste titre, ce livre est un des plus grands livres de philosophie du XXe siècle, La pensée sauvage, et qu'on ait considéré avec cette désinvolture vous avez raison. Ce livre parce que c'était les pauvres superstitions des sauvages qu'on mettait au premier plan pour essayer de comprendre cette chose si complexe et que Lévi-Strauss analyse si manifestement de façon magistrale, qui est la façon d'atteindre l'intelligible à partir du sensible, en dit beaucoup, au fond, sur l'incapacité qu'avait la philosophie dans les années, entre les années 50 et les années 60, à comprendre le genre de démarche que Lévi-Strauss, dans lequel Lévi-Strauss s'était engagé. Ça a beaucoup changé par la suite. L'opposition était beaucoup moins forte à l'époque où j'ai commencé mes études d'ethnologie, encore qu'un de mes caïmans à Saint-Cloud m'avait dit
les sciences sociales ou les sciences humaines, c'est du pipi de chat. Donc on ne tenait pas encore en très grande estime. Et ce qui me frappe beaucoup, pour parler du présent, c'est l'intérêt que manifestent à présent les philosophes pour les sciences humaines. Pour les sciences humaines, et en particulier pour l'anthropologie, oui. et les échanges extrêmement féconds qu'on peut avoir avec eux dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils nous prennent au sérieux à la fois comme autrefois la philosophie prenait au sérieux la chimie, la physique et les sciences en général de la nature, mais aussi comme producteurs de concepts originaux, à la fois de concepts analytiques et aussi dans ce que nous essayons de faire sentir, au fond, de problématisation alternative du monde telle que nous les décrivons, les observons dans d'autres régions du monde. Donc la situation a complètement changé. Et en fait, Lévi-Strauss est un peu pervers vis-à-vis des philosophes. Il sème des pots de bananes comme ça, il les fait chuter délibérément. Je me souviens d'un échange avec Ricoeur où, à un moment, Ricoeur lui dit « Mais vous faites de la science ?» Évidemment qu'il fait de la science, il ne fait pas de la philosophie. C'est ça la différence. Et c'est ce que les philosophes à l'époque ne percevaient pas chez Lévi-Strauss. Il le prenait encore comme un philosophe. Et ce qu'il y a de paradoxal, et on va terminer cette petite séquence là-dessus, c'est que chez Sartre, lui-même, dans la critique de la raison dialectique notamment, il y a une dimension anthropologique fondamentale. Oui, mais qui est imaginaire. Oui, enfin, qui n'était pas sérieuse, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, j'ai consacré. Non, mais je dis ça par rapport à la querelle avec Lévi-Strauss, qui portait essentiellement sur la philosophie de l'histoire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Imaginaire, c'est-à-dire que bon, elle n'est pas fondée sur des données empiriques. Absolument. J'ai consacré mon premier séminaire à l'école des hautes études quand je suis rentré comme maître de conférence à la critique de la raison dialectique. Justement, parce que... Donc vous avez vu ça de près. Ça m'intéressait de voir, au fond, le statut du travail dans la pensée socialiste, marxiste, existentialiste, etc. Et en fait, la plupart des exemples que prend Sartre, pour autant que je m'en souvienne, sont des exemples imaginaires. C'est pas. Il y a du Brodel en même temps. Oui, il y a un peu de Brodel. Civilisation matérielle. Il y a un peu de Brodel, mais globalement, l'empirisme est à très bas bruit, disons. Oui, à bas bruit. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un mot de quelqu'un d'un peu oublié aujourd'hui, mais je crois que vous estimez beaucoup, qui est André-Georges Audricourt. Je rappelle les dates pour les spectateurs, 1911-1987, parce que Audricourt, vous dites de lui, cette attention minutieuse au tissu concret, voilà l'empirie dont vous parliez à l'instant, au tissu concret de la vie matérielle, était paradoxalement absente des travaux ethnologiques qui se réclamaient alors du marxisme, et à quelques rares exceptions près, celle d'André-Georges Audricourt, personnage absolument iconoclaste, linguiste, ethnologue, et personnage un peu oublié. Un ingénieur agronome, de formation, qui part très jeune faire des études de génétique en Russie, en Union soviétique, avec Vavilov, qui devient un linguiste, mais toujours occupant des positions un peu subalternes. Il était bibliothécaire à la bibliothèque de l'Institut français d'Extrême-Orient. Un homme d'un savoir absolument prodigieux et qui, précisément, s'intéressait à la vie matérielle, alors qu'à l'époque, les marxistes s'intéressaient aux rapports de production et pas du tout à ce qu'on appelait à l'époque les forces productives, c'est-à-dire aux conditions matérielles de la vie. Et Audricourt, lui, s'intéressait à cela avec cette limitation que tout le monde, tous ceux qui l'ont connu le connaissent, c'est qu'il écrivait très peu, il écrivait des articles très courts, parfois sibyllins, et il n'écrivait un peu longuement que quand il écrivait avec quelqu'un d'autre. Mais il a écrit un article qui, pour moi, est absolument fondamental, je ne suis pas le seul à le penser, qui s'appelle « Domestication des plantes, traitement de la nature et traitement d'autrui », qui est un article d'une immense profondeur. C'est un article d'une vingtaine de pages, dans la revue L'Homme, qui était éditée ici, au laboratoire d'anthropologie sociale, créé par Lévi-Strauss, entre autres, et dans lequel il fait ce pari
que traitement de la nature et traitement d'autrui fonctionnent selon des schèmes de relations analogues. Et alors, par exemple, il développe l'idée de ce qu'il appelle l'action directe positive, qui est, par exemple, l'élevage méditerranéen, dans lequel le berger guide les pas du troupeau, trouve les points d'eau, porte les agneaux nouveau-nés, etc. Donc exerce une action directe sur la vie du troupeau, qu'il met en correspondance avec le thème du souverain comme guide et bon pasteur, qui traverse toute la philosophie politique. Donc là, c'est la superstructure. Mais justement, il n'emploie jamais d'infrastructure et superstructure. Il dit c'est la même chose. Et c'est ça qui compte. Il dit c'est la même chose. C'est la même chose. Il y en a pas. Je disais pour nous, entre guillemets, à l'époque. Mais il y a justement, il n'y a pas d'un côté une infrastructure qui guiderait la superstructure. C'est que ces formes de relations se déploient de manière coextensive et il n'y en a pas une qui va déterminer l'autre. Et quand j'ai lu cet article dans les... La vie matérielle est inséparable. Est inséparable de la vie sociale parce que c'est les mêmes schèmes de relations qui nous conduisent à entretenir des rapports avec humains et non humains de même nature. Et lorsque j'ai lu ça à l'époque, je me dis mais c'est extraordinaire, c'est ça que je veux faire. Et c'est ça que j'ai commencé à faire dans ma thèse et dans mon expérience de terrain en Amazonie. Ne pas considérer que ce sont précisément la manière dont les humains s'assemblent pour produire qui va, au fond, déterminer l'ensemble des forces politiques et des choses comme ça, comme c'était la Vulgate. Et c'est une leçon qui ressurgit plus que jamais aujourd'hui. Absolument, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait d'un côté une base matérielle et de l'autre une superstructure politique et idéologique a été complètement invalidée par cette intuition d'Audricourt et par les travaux que nous sommes quelques-uns à avoir menés au fil des dernières années pour montrer que les formes que prennent les relations entre humains sont étroitement liées aux formes des relations que les humains entretiennent avec les non-humains. Et d'une certaine façon, la dissociation entre la nature et la société, qui est caractéristique de ce que j'ai appelé le naturalisme et qui s'est développé au fil des derniers siècles, et le résultat dramatique de cette dissociation. Alors, reprenons un peu le film, et un peu en accéléré quand même. En 1973, donc Lévi-Strauss accepte de diriger votre thèse, et à ce moment-là, tout votre apprentissage, en un certain sens, reste à faire. Et c'est en 1976 que vous pouvez enfin partir chez les Hachoirs de l'Amazonie équatorienne. Grâce, dites-vous, mais c'est bien de le rappeler, l'éducation publique, c'est important, à des crédits de mission du CNRS, puisque derrière nous, derrière cet arbre, se trouve le ministère de la Recherche, qu'ils nous entendent. Donc, vous avez raconté votre expédition dans les lances du crépuscule. Et à la fin de ce livre, je me souviens, il y a un épilogue, et vous revenez sur le problème de la composition. Qu'est-ce que c'est que composer, non pas un récit de voyage, mais un récit ethnologique au sens propre du terme, sachant que, évidemment, vous avez des carnets que vous tenez quotidiennement ou pas, mais enfin de nombreux carnets, et il y a forcément non pas une part d'imaginaire, mais une part de reconstruction dans la composition de ce qui est devenu ce très beau livre, Les lances du crépuscule. Cette première expérience, va être pour vous, évidemment, centrale pour toute la suite de votre carrière d'anthropologue. C'est assez souvent le cas, c'est-à-dire que les questions qu'on se pose lorsqu'on est confronté à une réalité ethnographique qui vient ébranler, bouleverser certaines des certitudes qu'on avait en arrivant, cette expérience, elle anime par la suite tout un parcours de recherche. Moi, j'étais parti parce que je m'intéressais à l'époque
à tenter de comprendre les rapports entre une société et son environnement dans le contexte amazonien. Pourquoi dans le contexte amazonien? Parce que la plupart des descriptions depuis les premiers chroniqueurs de la côte du Brésil mettaient l'accent sur le fait que ces sociétés n'en étaient pas, qu'elles n'avaient pas les institutions sociales auxquelles on est accoutumé. On était accoutumé en Europe à l'époque. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas... Bon, l'économie n'avait pas encore apparu au XVIe siècle comme un domaine séparé, mais en tout cas, il n'y avait pas de monde politique, il n'y avait pas souvent, il n'y avait pas de village, et les gens se menaient une guerre de chacun contre chacun. Et donc, c'était un état de désagrégation complet, à quoi se combinait l'idée qui était aussi développée par tous les observateurs dès la Renaissance, que ces gens-là étaient au fond des appendices de la nature. Ils s'en distinguaient à peine, soit parce qu'ils savaient si bien l'utiliser qu'on pouvait penser qu'ils faisaient partie du grand tout de la nature, soit parce qu'ils étaient au contraire des brutes cannibales, sanguinaires, et qu'en somme, ils étaient entièrement la proie de leurs instincts. Et cette vision, au fond, s'était prolongée assez longtemps, y compris avec le début de l'ethnologie professionnelle. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'Amazonie, les grands courants de recherche qui dominaient étaient ceux qui tentaient d'expliquer, au fond, les institutions amazoniennes, par exemple la guerre, comme étant un effet de l'adaptation à l'environnement. Donc cette vieille idée continuait à courir sur son air, ou bien dans une perspective plus structuraliste qui voyait les plantes et les animaux comme une sorte de dépôt d'éléments pour construire des systèmes symboliques, des mythes, des classifications, etc. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'était la façon dont les gens, au jour le jour, traitaient les plantes et les animaux, inspirés précisément par Audricourt. Comment est-ce qu'il y avait une correspondance entre la façon dont les humains s'organisaient entre eux et puis les rapports qu'ils entretenaient avec le gibier, avec les plantes cultivées, avec les plantes de cueillette, etc. Donc c'est ce que j'ai étudié et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, au fond, l'idée de séparer complètement un monde de la nature et un monde de la société n'avait aucun sens parce que les gens chez qui j'étais ne le faisaient pas. Et à mon retour, cette question s'est imposée à moi. Si, et notamment parce que j'étais un élève de Lévi-Strauss et que Lévi-Strauss, dans toutes sortes de circonstances très diverses d'ailleurs, utilise beaucoup l'opposition entre nature et culture, dont il dit qu'elle n'est pas ontologique mais méthodologique. Néanmoins, je me disais, est-ce que cette opposition, même méthodologique, continue à être pertinente si des populations comme les Achuar et d'autres en Amazonie ne s'en servent absolument pas et elles n'organisent au fond pas grand-chose, même pas dans leur système mythique d'ailleurs. Et c'est au fond pour ça que je me suis fixé comme programme, lorsque j'ai eu après avoir soutenu ma thèse, qui portait justement sur ces questions, la nature domestique, qui vient d'être rééditée il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question de savoir, bon, ben, maintenant que j'ai tenté de comprendre et de décrire une société singulière, il s'agit de pousser un peu plus loin la comparaison et de voir quels sont ailleurs que chez les Achuar, donc en Amazonie, puis dans d'autres régions du monde, la manière dont les humains perçoivent et thématisent les rapports de continuité, de discontinuité entre eux-mêmes et les non-humains. Et l'opposition entre nature et société étant l'une des variétés possibles de cette opposition. Donc j'avais un programme de recherche, au fond, très tôt, dès la fin de ma thèse, qui s'est imposé à moi et que j'ai développé au fil des années, d'abord dans mon enseignement à l'école des hautes études en sciences sociales et ensuite au Collège de France. Revenons sur la vocation de l'ethnologue. Je vais vous demander de commenter une phrase de vous, mais qui révèle, je crois, beaucoup de choses de votre parcours.
Si une telle vocation existe, elle naît plutôt d'un sentiment insidieux d'inadéquation au monde, trop puissant pour être heureusement surmonté, mais trop faible pour conduire aux grandes révoltes. Oui, je crois que c'est vrai. Je pense que c'est pas uniquement mon expérience personnelle. J'ai été dans ma jeunesse un militant politique d'extrême gauche, comme on l'était à l'époque assez souvent, parce qu'on était révolté par l'injustice, les inégalités, le sexisme, enfin toutes les choses. Et la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, bien sûr, parce qu'on s'est tous formés dans ce qui était les comités Vietnam, et ensuite je suis devenu un militant trotskiste, et pendant quelques années, j'ai passé beaucoup de temps en fait, dans des problèmes d'organisation plus que dans une activité réelle de fomenter la révolution. Et c'est un peu ce qui m'a découragé au fil du temps. Et puis surtout, ce qui m'a découragé, c'était l'abîme que je percevais entre les discussions internes que nous avions sur les conditions pour changer le monde, et puis le monde tel qu'il était, qui était très très différent de celui qu'on voulait changer, en fait. Donc il y avait une certaine abstraction du projet politique. Et donc j'ai ressenti très tôt, au fond, cette inadéquation, mais en même temps sans trouver ma place pour au fond, ce grand mouvement de réforme, de transformation, et l'observation du monde qui vous met un peu à côté reproduit le sentiment qu'on a de jamais être vraiment à sa place. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup d'ethnologues, en tout cas, et parce qu'on n'est pas non plus très bien à sa place quand on revient. C'est même pire. Il n'y a pas pire que le retour. On nous demande toujours, à nous, ethnologues, mais enfin, ça doit être difficile d'aller chez les Indiens, etc. Non, c'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est de revenir. Ce qui est difficile, c'est d'être confronté, au fond, à un monde qui nous apparaît de façon très crue, dans toute sa violence, sa capacité à détruire des vies, à les broyer dans la logique du monde industriel, du salariat, des choses comme ça, dans cette obsession pour la marchandise, pour la définition des statuts sociaux par la richesse, etc. Tout ça contre lesquels je m'étais révolté à un moment, mais sans le pousser jusqu'au bout, m'est apparu, m'est tombé sur la tête avec une violence inimaginable quand je suis revenu du terrain. Et les violences conjugales qui existent en effet chez les Achuar me paraissaient bien peu de choses, ou la guerre interne qui existe aussi me paraissait bien peu de choses par rapport à cette monstrueuse violence du système capitaliste. Et ça, les ethnologues sont particulièrement bien placés pour percevoir cela du fait de l'expérience, du fait d'avoir partagé la vie de sociétés extrêmement différentes. Lévi-Strauss disait dans un petit conférence qui a été publiée il n'y a pas très longtemps que l'ethnologie est une science révolutionnaire. Et en effet, elle est révolutionnaire en ce sens-là, c'est-à-dire que le regard éloigné que l'on porte sur nos propres institutions nous rend assez lucide, au fond, sur leur nature. Beaucoup plus que si on vit immergé dans ces institutions, et ce que font les sociologues ou les philosophes, par exemple, hein, et qui s'efforcent de prendre une distance, de construire un objet, etc. Nous l'avons de manière expérientielle, cette distance, et de ce fait, elle nous conduit effectivement, non pas peut-être pas aux grandes révoltes, mais en tout cas à la volonté de réformer, de transformer, de changer les choses. Oui. Mais est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, puisque vous avez été aussi formé par Maurice Godelier, qui lui, disons, était d'obédience marxiste, enfin un certain marxisme, disons, à l'époque. Est-ce que ça a encore un sens en 2020-2021, là, cette articulation, ou en tout cas cette généalogie, disons, entre une certaine ethnologie d'obédience indirecte, hein, pas directe, marxiste, et justement cette réflexion
de fond que vous venez de mener sur en tout cas, c'est sous forme d'injonction de crise du capitalisme et de la mondialisation actuelle. La plupart des praticiens des sciences sociales de ma génération étaient marxistes au départ. Et donc les instruments qu'on a appelés par ailleurs et ensuite de la sociologie critique, on les a sucés au biberon, si je puis dire. Et ces instruments, néanmoins, nous paraissent, enfin à moi en tout cas, mais je pense à pas mal d'autres aussi, insuffisants pour transformer la situation présente. La volonté révolutionnaire est toujours là, mais la grande difficulté, c'est que les penseurs du socialisme, et même les penseurs libéraux du XVIIIe, disons, et les penseurs socialistes du XIXe, avaient fondé les principes de l'émancipation des peuples sur une conception de l'infinitude des ressources de la Terre, dont on sait maintenant qu'elle est fausse. Et donc, nous nous trouvons, notre génération, confrontés à un dispositif beaucoup plus complexe que celui que les penseurs du socialisme avaient à résoudre, où il s'agissait de lutte de classe. Mais maintenant, c'est plus des luttes de classe au sens classique du terme. Bien sûr, les inégalités demeurent. Bien sûr, les inégalités de conditions entre les pays demeurent, etc. Mais il s'agit en plus de concevoir, au fond, une façon de vivre ensemble, non seulement entre humains, mais aussi entre humains et non-humains, qui stoppe ce processus de dévastation de la Terre. Et on a très très peu de ressources intellectuelles pour penser cela. Et c'est pour ça que l'anthropologie peut être intéressante, c'est parce que, au fond, nous avons l'expérience, comme les historiens d'ailleurs, mais nous, c'est une expérience vécue, de populations qui ont entretenu des liens de bonne intelligence, de connivence avec les non-humains, avec des institutions qui ne sont évidemment pas transposables telles quelles. Mais en tout cas, nous avons la stimulation à travers nos travaux pour essayer de penser des formes alternatives inédites, qui est quelque chose d'absolument fondamental à présent. Je voulais en venir là, ça veut dire qu'aujourd'hui la révolution serait plutôt du côté de l'écologie, pour en revenir à l'Amazonie, pour ne pas étendre les exemples. Les hachoirs, lorsque vous arrivez, n'ont pas de territoire à proprement parler. Ils font partie, disons, d'une nation englobante, soit le Brésil, soit l'Équateur, mais justement, l'ethnologie et l'anthropologie peut aider, disons, à ce que vous appelez vous-même l'universel de relations, c'est-à-dire à construire ce qui a été déconstruit par ailleurs, de nouvelles relations avec. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a peut-être une voie que je trouve intéressante et qui est en train de prendre une certaine ampleur. C'est le fait de donner à des milieux de vie une personnalité juridique dont dépendent d'une certaine façon les humains qui occupent ce milieu de vie. Ça s'est fait dans l'exemple assez classique de la Nouvelle-Zélande pour la rivière Wanganui, qui était un des premiers cas, mais il y en a d'autres. Et puis c'est aussi quelque chose que des populations autochtones demandent. Une communauté amérindienne de l'Amazonie équatorienne qui s'appelle Sarayaku a demandé lors de la COP 21 qu'on reconnaisse son territoire, non pas du fait de l'autochtonie, parce qu'en effet, les gens bougent sur de vastes territoires, mais du fait des relations. Alors, la définition qu'il donnait en espagnol, c'était des relations matérielles et spirituelles tout à fait particulières qui se donnent à voir dans cet endroit entre les humains et entre les humains et les non-humains. Donc, ce qu'il demandait que l'on préserve, c'est une relation et pas un espace, pas des choses, pas des ressources, etc. Et je pense que c'est une voie intéressante qui est en... Il n'y a pas longtemps, il y a eu des débats à ce propos pour la Loire, par exemple, de donner une personnalité juridique à la Loire, etc. Ça permettrait, au fond, d'arrêter
de concevoir tel qu'on l'a fait avec la théorie de l'individualisme possessif depuis la philosophie rationaliste anglaise, hein, Hume, Locke, etc. C'est-à-dire de concevoir que celui qui s'approprie, ou l'individu ou le collectif qui s'approprie un espace peut s'en rendre comme maître et possesseur. Là, c'est le contraire. L'appropriation, elle vient de la nature, si l'on peut dire, en tout cas d'un milieu de vie, qui s'approprie des humains. Donc ça change complètement les choses. Et c'est pas complètement fou d'ailleurs, parce que dans d'autres circonstances, on a connu en Europe, à l'époque romane et même médiévale, des monastères, des temples qui étaient propriétaires de terres, par exemple, et qui se transmettaient attachés au temple, donc à la divinité, et pas du tout à la collectivité humaine de ce monastère, qui en avait la charge, mais qui n'en étaient pas les propriétaires. Donc je pense qu'il faut beaucoup d'imagination pour envisager des transformations de ce type-là, et puis il faut aussi pas mal de combativité, et c'est pour ça que je suis très intéressé par ce qui se passe dans les ZAD, qui me paraissent représenter des formes originales de combativité, fondée à la fois sur la dénonciation du productivisme, du consumérisme, la volonté d'aller à l'encontre de la propriété privée des moyens de production. Oui, j'allais dire, parce que là, ce que vous avez dit, appropriation, c'est la logique hegelienne, le propre, la propriété, l'appropriation, etc. C'est-à-dire que ce qu'a essayé de faire Pierre Charbonnier dans son livre, c'est vrai que la question de la propriété est centrale, au regard de ce qu'on appelle aussi les biens publics, qui peuvent être des biens publics mondiaux, dans le cas de l'eau, évidemment. Et on voit bien que ça part de la question du propre, c'est-à-dire ce qui m'est propre et comment je vais m'approprier ou pas les choses. Et là, c'est vrai que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que Philippe Descola est moins mélancolique que son maître, Claude Lévi-Strauss, qui n'aurait peut-être pas dit au même âge que vous, j'entrevois quelques lumières, quelques espoirs, quelques solutions du côté de des ZAD ou de ce que vous avez dit de la Loire. Et ça, peut-être, c'est aussi un point qui résonne dans notre époque, c'est-à-dire que, oui, vous êtes peut-être plus à même aujourd'hui d'entrevoir des débuts de solutions, des pistes, ce qui n'était pas le cas du grand Claude Lévi-Strauss à la fin de sa vie. Je crois que les circonstances ont changé, précisément. Il était très attentif à tout ce qui se passait, et les articles qu'il a publiés dans, je crois que c'était La Repubblica, qui ont été republiés ensuite sur les vaches folles, des choses comme ça, montraient assez qu'il était très conscient, au fond, d'une dérive complètement folle du rapport au non-humain. Mais il avait du mal à envisager, je pense, des alternatives, peut-être parce que ces alternatives étaient encore à peine discernables, alors que maintenant elles sont sous nos yeux. J'ai commencé ma vie d'ethnographe au Chiapas, précisément dans la région où le mouvement zapatiste, plus tard, a éclos. Donc je vois avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé, au fond, dans l'espace de ma vie. J'étais sur le terrain en 72, 73, et puis le mouvement zapatiste a éclos 30 ans plus tard, et a complètement transformé la question telle qu'elle se pose à l'heure actuelle, de l'autonomie des populations autochtones dans un pays comme le Mexique, qui à l'époque où je faisais du terrain là-bas, ne se posait pas du tout. Il y avait le paternalisme de gauche aussi, d'ailleurs, tout à fait caractéristique, qui datait de Cárdenas, vis-à-vis des populations autochtones, où il faut les accompagner dans leur cheminement, ce sont nos frères, ils parlent des langues différentes de la nôtre, etc., mais il faut les éduquer, etc. Il y avait un paternalisme effrayant, et tout d'un coup, voilà que ces gens
décident de devenir autonomes. Donc, des choses comme ça, dans le courant d'une vie, changent beaucoup. En Amazonie, quand j'ai commencé à faire du terrain, ou en tout cas à m'intéresser à l'Amazonie avant même d'y aller, c'était encore une région où on massacrait les Indiens. Maintenant, c'est devenu difficile. Oui, on assassine des leaders autochtones qui sont des leaders écologistes, pardon. Mais les massacres de cette... Ça ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre, hein. Il faut être très prudent de ce point de vue-là. Mais au fond, on s'aperçoit que les populations autochtones et leur manière de voir les choses ont acquis une dimension, au fond, que Lévi-Strauss n'avait pas vue. Et lui, lorsqu'il a voulu revenir chez les Bororo, ou lorsqu'on lui a proposé de revenir chez les Bororo, lorsqu'il accompagnait la visite de Mitterrand au Brésil, il disait « j'ai pas envie de voir des clochards ». Ben, les Bororo ne sont pas des clochards maintenant. C'est ça, donc il n'a pas vu cette transformation. Dernière question, Philippe Descola, Part de la nature et la culture 2005, les formes du visible, nous allons en parler. 2021, une somme avec une réception de presse, d'énormes recensions, des accueils un peu sur toutes les chaînes. Et que va faire Philippe Descola maintenant? Les professeurs au Collège de France ont ce défi considérable qui consiste à faire tous les ans un cours entièrement original. Donc pendant 20 ans, j'ai fait des cours originaux, mais j'ai jamais eu véritablement le temps d'en faire des livres. Donc première opération, c'est les formes du visible, c'est les cours que j'ai fait sur la figuration pendant des années. Deuxième moment, j'ai fait des cours sur le paysage pendant des années aussi, en tout cas pendant 2 ans. Je vais donc, mon prochain livre va porter là-dessus, c'est-à-dire, au fond, non pas sur la transposition de ce que peut être le paysage vu par d'autres populations que celles où il s'est épanoui sous une forme artistique reconnaissable en Europe et en Extrême-Orient, mais en essayant de penser ce que c'est que précisément une transfiguration que l'on opère, soit d'un milieu, soit à travers des artefacts, pour transfigurer un lieu en autre chose que ce qu'il est. Et on a fait ça un peu partout dans le monde. Par exemple, même avec des jardins de subsistance. Les Achuars font des jardins. Les Achuars n'ont pas une vue du paysage telle que nous l'apercevons nous, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas dans les rives d'une rivière ou un coucher de soleil des choses qui sont pour nous des paysages parce que nous les avons vus représentés en peinture ou en photographie. En revanche, leur jardin, c'est le paysage transformé des esprits. Et donc c'est une approche parmi d'autres, et on peut trouver des analogues dans bien des régions du monde, soit dans l'art des jardins, ou des jardins de subsistance, soit dans des modèles réduits du monde, etc., de production paysagère. Donc c'est ça le prochain livre. Et le suivant, ça sera sur les cosmopolitiques, c'est-à-dire, au fond, sur l'organisation, qui a été aussi un cours que j'ai donné pendant 2 ans. Qu'est-ce que c'est que de concevoir des territoires autrement que dans la perspective westphalienne, comme on le dit assez souvent, c'est-à-dire un espace borné, reconnu par les voisins, mais qui est un territoire qui est partagé intimement avec des humains et des non-humains, et quelles sont les conditions politiques pour que ce territoire, pour que ces interactions, en fait, se passent de façon plus ou moins positive, avec bien évidemment comme perspective d'essayer, sinon de transposer des leçons pour le temps présent, mais en tout cas de dessiner des pistes pour concevoir des façons moins dévastatrices d'occuper la Terre.